Au Ghana, plus de 757 500 tonnes de cacao ont été collectées auprès des producteurs du 1er octobre 2016 au 20 avril dernier. Ce chiffre provenant des données du Conseil ghanéen du cacao COCOBOD permet d'enregistrer une progression de 13% par rapport à 2016 à la même période. Compte tenu de l'amélioration des perspectives de production grâce à des pluies favorables, cette tendance haussière pourrait, selon des experts, se poursuivre d'ici septembre et permettre à la production de dépasser les 778 000 tonnes de fèves enregistrées lors de la principale saison cacaoyère l'année précédente. Il faut préciser que la saison principale compte pour 90% du total de la production ghanéenne de cacao. Le Ghana, qui a produit 780 000 tonnes de cacao en 2015-2016, espère faire rentrer cette saison une récolte estimée à 850 000 tonnes, soit 50 000 tonnes de plus qu'attendu initialement. Rappelons que le Ghana est le second plus gros producteur de cacao au monde. Une délégation du Conseil national du patronat du Togo en visite à Cotonou a été reçue dans la matinée de mardi par le bureau exécutif du Conseil national du patronat du Bénin, avec à sa tête le président Sébastien Germain Adjavon. Cette visite de la délégation du patronat togolais, conduite par son président Laurent Kwame Tameyon, vise surtout à sceller un partenariat entre les deux institutions de chefs d'entreprise. L'objet de cette rencontre est d'initier une nouvelle dynamique de coopération entre nos deux organisations patronales sœurs. Ce qui en fait va de soi, compte tenu de notre proximité géographique et de l'environnement économique similaire de nos deux pays. Elle permettra d'instaurer un benchmarking entre nos deux structures en vue de profiter des meilleures pratiques de l'une ou de l'autre et par voie de conséquence de les rendre plus dynamiques et plus profitables pour nos membres et pour le secteur privé de nos deux pays. Le patronat béninois est très heureux de vous accueillir, de vous recevoir ce matin. Ça veut dire que vous avez sacrifié déjà 2 journées pour les chefs d'entreprise, c'est quelque chose de très important. Encore une fois, bienvenue au Bénin. Ce cadre de collaboration entre les opérateurs économiques des deux pays voisins se veut désormais fructueux. Un creuset d'échanges d'expériences et d'expertise qui devrait s'étendre aux autres pays de l'UEMOA. Ils nous ont fait l'amitié, l'honneur de nous rendre visite et puis nous avons échangé sur l'ensemble des difficultés auxquelles les patronats en Afrique en général sont confrontés, notamment le patronat du Bénin et du Togo, étant donné que nous, depuis une dizaine d'années, nous avons quand même essayé de mettre en place une certaine organisation. Ils ont souhaité s'inspirer de ce que nous faisons et de voir dans quelle mesure le patronat du Bénin peut leur apporter un certain nombre de solutions aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. À partir de maintenant, nous avons convenu d'organiser des rencontres. Et il s'est avéré aussi que ces rencontres-là ne devront pas s'arrêter essentiellement sur le patronat du Bénin et du Togo. Eh bien, nous allons l'élargir sur le patronat du Bénin, du Togo et du Burkina, ensuite de la Côte d'Ivoire. Rappelons que le Conseil national du patronat du Togo sort de 2 années de crise qui ont pris fin au mois de février dernier avec l'élection d'un nouveau bureau exécutif. Près de 500 millions de dollars, c'est le montant que la Banque africaine d'import-export Afreximbank pourrait bientôt injecter dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture ainsi que dans des programmes d'infrastructure en Gambie. Il s'agit d'un appui financier annoncé par le président Adama Barrow qui permettra à l'économie gambienne de retrouver ses marques après plusieurs années d'isolement en raison de la politique controversée de son ancien président Yahya Jammeh. Il faut dire que l'économie gambienne a été marquée ces dernières années par une augmentation importante de la dette qui a dépassé le produit intérieur brut moyen annuel pour s'établir à plus d'1 milliard de dollars. Le déficit budgétaire s'est lourdement creusé du fait de la suspension de la plupart des aides étrangères au pays.
Mais depuis l'élection du président Adama Barrow, l'Union européenne, qui avait gelé son aide à la Gambie après l'interdiction de l'homosexualité par le gouvernement Jammeh fin 2014, a annoncé depuis février dernier son retour en Gambie avec une enveloppe évaluée à 75 millions d'euros. Le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, 3 États membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, vont bénéficier d'un financement de la Banque mondiale dans le cadre d'un projet d'extension de système d'interconnexion électrique. Le financement du projet, pour un montant de 91,5 millions d'euros, a été approuvé le 12 mai dernier par le conseil d'administration de la Banque mondiale. À travers ce projet, les 3 pays veulent donner un coup d'accélérateur à leur système d'échange d'électricité en procédant à l'extension de leur réseau de transport. Une nouvelle ligne de transmission de plus de 280 km sera donc construite, ainsi que des sous-stations destinées à renforcer et à étendre le réseau interconnecté de Manontali au Mali. Cette nouvelle ligne d'interconnexion électrique va relier l'actuelle sous-station de Kaye au Mali à celle de Tambacounda au Sénégal. Elle sera interconnectée au système électrique de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie OMVG, regroupant la Gambie, le Sénégal et les Guinée-Conakry et Bissau. Le tarif extérieur commun, le TEC de la CEDEAO et les accords de partenariat économique de l'Union européenne, 2 sujets sur la table des experts de haut niveau de la CEDEAO qui sont réunis à Ouagadougou. L'objectif, réfléchir sur les impacts de la mise en œuvre de ces 2 accords en rapport avec la dynamique du processus d'intégration et de transformation structurelle des économies de l'Afrique de l'Ouest. L'étude menée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, sur ces 2 sujets majeurs sera examinée par le groupe d'experts des 15 pays membres de la CEDEAO. Il faut rappeler qu'en ce qui concerne les appuis avec l'Union européenne, 2 pays de l'espace communautaire ne l'ont pas encore signé. Il s'agit du Nigeria et de la Gambie. Ils ont des raisons pour lesquelles elles n'ont pas signé. L'étude que nous allons discuter ici donne des indications très claires sur les effets de ces accords-là sur l'économie de ces pays-là. À la fin, ces 2 pays vont pouvoir être éclairés et pouvoir décider s'ils vont signer ou pas ces accords. Il s'agit également au cours des travaux de faire le point sur les étapes déjà franchies dans la réalisation du tarif extérieur commun TEC-CEDEAO qui est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015, qui doit faire de l'espace communautaire une zone de libre-échange. Mais on a encore 6 pays qui ont promis de le faire d'ici la fin de l'année. Pour cela, ces pays ont aussi besoin d'avoir un éclairage. Au-delà des arguments pour convaincre les indécis, les politiques nourrissent bien les attentes du travail du groupe des experts de haut niveau. Également, c'est le lieu où on va parler des réformes à envisager. Bien sûr qu'il y aura des réformes à envisager. Les conclusions des travaux du groupe d'experts sont très attendues et serviront de base de travail lors de la prochaine réunion des ministres en charge des finances et de la planification économique des pays membres de la CEDEAO. Entre cocotiers et plages de sable blanc, le destin du village de Palma, au nord du Mozambique, est sur le point de basculer. D'immenses réserves de gaz ont été découvertes au large de ses côtes en 2010. Depuis, ce pays, parmi les plus pauvres au monde, se rêve en Qatar africain. Grâce à ce projet, nous aurons un décollage, nous aurons de l'emploi. Parce qu'ici, il n'y a pas de travail, nous dépendons de la mer. Et avec le début du projet, je crois que beaucoup de ces jeunes obtiendront des emplois. En quelques années, Palma s'est déjà transformée. Avec le raccordement au réseau électrique, une nouvelle route asphaltée, une banque, des hôtels et des restaurants. Mais pour l'instant, il reste vide. Les projets ont pris beaucoup de retard. Avec la chute des cours des hydrocarbures, les multinationales ne cessent de repousser leurs investissements. Les centaines de familles du village ont pourtant accepté de céder la place aux usines de liquéfaction et aux centrales électriques, non sans quelques réserves. Vous avez vu la taille de nos cocotiers, de nos manguiers, de nos cajoutiers. Ici, nous cultivons des haricots. Tous les produits, tous les aliments, nous arrivons à les faire pousser. Mais là-bas, nous ne savons pas s'il y aura de quoi produire tout ça.
Autre conséquence des retards d'investissement, le gouvernement s'est fortement endetté en pariant sur la future manne gazière. 2 milliards de dollars ont été empruntés secrètement au mépris de la constitution mozambicaine et des lois budgétaires. Ces révélations ont provoqué une crise avec le FMI et la plupart des bailleurs de fonds ont suspendu leur aide. Il va falloir beaucoup de temps pour que les Mozambicains voient sur leur table les bénéfices de l'extraction du gaz. Car le gouvernement va d'abord devoir utiliser les recettes pour rembourser ses dettes des années antérieures. Quand les gisements ont été découverts, les premières estimations tablaient sur du gaz liquéfié à l'export dès 2016. Désormais, ce ne sera pas avant 2022, dans le meilleur des cas. De quoi retarder d'autant le développement du Mozambique, où la moitié de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Au Kenya, la production du thé a connu une baisse d'environ un tiers au premier trimestre de l'année 2017. Une production qui s'élève selon le Conseil du thé du pays à 90 millions de kilogrammes. Cette contre-performance est due à une sécheresse qui sévit dans beaucoup de régions agricoles du pays. À travers un communiqué rendu public, le Conseil du thé du Kenya a indiqué que cette contre-performance est révélatrice des résultats que pourrait enregistrer la saison en cours. Se basant sur des prévisions du service météorologique, des membres du Conseil du thé au Kenya s'attendent à enregistrer une production plus faible cette année. Cette sécheresse dévastatrice qui a déjà mis 2,7 millions de personnes dans le besoin d'une assistance alimentaire a également favorisé la hausse des prix des denrées de première nécessité. Cependant, elle a contribué à faire augmenter les prix du thé, qui sont passés à 3 $ le kilo cette saison, contre 2,5 $ le kilo la saison précédente. Au Ghana, plus de 757 500 tonnes de cacao ont été collectées auprès des producteurs du 1er octobre 2016 au 20 avril dernier. Ce chiffre provenant des données du Conseil ghanéen du cacao COCOBOD permet d'enregistrer une progression de 13% par rapport à 2016 à la même période. Compte tenu de l'amélioration des perspectives de production grâce à des pluies favorables, cette tendance haussière pourrait, selon des experts, se poursuivre d'ici septembre et permettre à la production de dépasser les 778 000 tonnes de fèves enregistrées lors de la principale saison cacaoyère l'année précédente. Il faut préciser que la saison principale compte pour 90% du total de la production ghanéenne de cacao. Le Ghana, qui a produit 780 000 tonnes de cacao en 2015-2016, espère faire rentrer cette saison une récolte estimée à 850 000 tonnes, soit 50 000 tonnes de plus qu'attendu initialement. Rappelons que le Ghana est le second plus gros producteur de cacao au monde.